Est-ce que l'alimentation cétogène peut soigner le diabète? Est-ce qu'elle est efficace pour lutter contre le cancer ou pour diminuer les symptômes d'Alzheimer et de Parkinson? Bonjour, c'est Benjamin et aujourd'hui nous allons donc parler des effets du régime cétogène sur la santé, en particulier sur certaines pathologies. Pour rappel, dans la précédente vidéo, on avait déjà passé en revue les effets du cétogène sur la perte de poids et je vous avais montré pourquoi il n'y avait pas de supériorité spécifique du cétogène ou même d'une alimentation pauvre en glucides plus classique par rapport à d'autres modèles alimentaires à partir du moment où l'apport en calories et en protéines était équivalent, que le facteur le plus important était la capacité d'adhérence à son régime alimentaire et qu'il y avait donc de fortes variations individuelles qui découlaient notamment des préférences de chacun. Mais l'alimentation cétogène n'est pas mise en avant que pour la perte de poids évidemment, elle est aussi pour ses effets sur la santé éventuelle dont on va parler aujourd'hui et pour ses effets sur la performance sportive dont on parlera dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, si vous voulez aller beaucoup plus loin dans vos connaissances sur la nutrition et pouvoir enfin démêler le vrai du faux au milieu de toute cette cacophonie nutritionnelle, je vous rappelle que je viens juste de lancer 2 formations pour tout savoir sur la meilleure façon de manger, Natura Power pour les sportifs et Natura Balance pour tous les autres. Les liens sont juste en dessous de cette vidéo si vous voulez aller plus loin. Je vous rappelle aussi encore une fois que c'est la meilleure façon de financer tout le travail de recherche que je vous offre sur cette chaîne, étant donné que je suis à 100% indépendant, sans aucune pub, ni placement de produits, ni partenariat, ni vente de produits ou compléments. Pour vous résumer en 2 mots ce que l'on va voir dans cette vidéo, c'est très simple. Pour le moment, il y a très peu d'études de qualité qui permettent de tirer des conclusions claires pour les effets du cétogène sur la santé à long terme, sur le traitement du cancer, d'Alzheimer ou de Parkinson, et que c'est potentiellement un outil intéressant pour les diabétiques de type 2, mais cela dépend de paramètres individuels. Je sais bien que vous n'avez pas l'habitude sur YouTube notamment de gens qui vous disent on ne sait pas quand c'est le cas. On a surtout beaucoup de personnes pleines de certitudes qui reposent sur du vent. Mais la réalité scientifique, c'est ça en fait. C'est beaucoup de nuances et c'est être capable de dire qu'on ne sait pas quand on est encore en train de chercher. Et encore une fois, moi je ne suis personne, je ne suis pas là pour dire ce que je pense. Comme toujours, je vous propose simplement la synthèse des connaissances actuelles. Premièrement, avant de rentrer dans les pathologies spécifiques, est-ce que l'on peut dire qu'une alimentation cétogène serait bonne pour la santé globale sur le long terme? Comme toujours en nutrition, tout dépend de ce à quoi vous comparez votre modèle alimentaire. Est-ce qu'une diète cétogène bien construite, à base de produits bruts et de qualité, est mieux qu'une alimentation peu diversifiée et à base de produits ultra transformés? Oui, sûrement. Est-ce qu'elle est supérieure à, par exemple, un régime méditerranéen traditionnel? Sans doute pas selon moi. En tout cas, la grosse différence est que l'on a beaucoup de travaux sur les effets à long terme d'une alimentation de type méditerranéenne, alors que l'on a très peu de données sur les effets du cétogène au-delà d'1 an. En plus, ces données viennent surtout d'enfants épileptiques qui, historiquement, sont les seuls à avoir suivi cette alimentation pendant plusieurs années et qui sont donc un cas très spécifique. Il y a en tout cas toute une liste de contre-indications pour lesquelles il faut absolument éviter une alimentation cétogène, comme par exemple certains troubles héréditaires de l'oxydation des acides gras, et des cas où c'est fortement déconseillé, comme l'hypercholestérolémie familiale, les problèmes de vésicule biliaire, de calculs rénaux, de reflux gastrique ou des maladies du foie et des reins. La liste complète de ces contre-indications est bien connue, donc si jamais vous suivez cette alimentation, parlez-en bien avec votre médecin pour vérifier que vous n'êtes pas concerné. L'autre problème du cétogène à long terme peut venir des carences sur certains nutriments comme les vitamines B1, B9, C, le calcium, le potassium, le magnésium, le sodium, les fibres. Donc il faut vraiment surveiller avec beaucoup d'attention tous ces apports. En tout cas, pour faire simple, pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation pour les effets d'une alimentation cétogène à long terme, voire toute la vie. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec le diabète, plus spécifiquement le diabète de type 2 qui représente plus de 90% des diabétiques. Il est important de trouver des solutions car c'est devenu une véritable épidémie mondiale avec environ 425 millions de personnes touchées dans le monde, des chiffres qui vont continuer à exploser pour atteindre environ 700 millions de personnes en 2045. Ce qui est logique car le premier facteur de risque pour le diabète de type 2, de très loin, c'est l'obésité,
qui contribue à au moins 80% des cas de diabète, sachant qu'aujourd'hui, il y a environ 2 milliards de personnes en surpoids dans le monde, dont 650 millions d'obèses. Dernier chiffre pour vous montrer que c'est un problème loin d'être anodin, rien qu'aux États-Unis, qui comptent environ 30 millions de diabétiques, on estime le coût des soins médicaux liés à cette maladie à 237 milliards de dollars par an. Tout cela pour vous dire que toute solution est évidemment la bienvenue. Premièrement, pour les diabétiques qui sont également en surpoids ou obèses, la perte de poids est ce qui peut amener le plus d'amélioration sur les marqueurs biologiques, peu importe l'alimentation suivie, pauvre en gras, en glucides ou hypocalorique classique. Bon, il faut évidemment qu'elle soit de bonne qualité, parce que le diabète de type 2 est avant tout un problème de trop-plein d'énergie. Ensuite, le but est aussi d'augmenter la sensibilité à l'insuline chez les diabétiques de type 2, et l'un des plus puissants outils qui existent pour cela est l'activité physique. À partir de là, est-ce qu'une alimentation cétogène peut apporter des bénéfices spécifiques supplémentaires en dehors de la perte de poids ? Le rationnel étant que si l'on élimine presque complètement les glucides, on devrait faire chuter la glycémie et l'insuline. Alors encore une fois, malheureusement, les travaux sont assez limités sur le sujet, mais avec ceux que l'on a, il semble en effet qu'il y ait peut-être une diminution un peu plus importante possible de la glycémie à jeun et de l'insuline. Par contre, il faut aussi savoir qu'il n'y a pas que le glucose qui joue un rôle dans le diabète, les acides gras aussi. Si leur concentration dans le sang devient trop élevée, comme avec une alimentation cétogène, ils peuvent endommager les cellules bêta du pancréas qui produisent l'insuline. C'est donc à surveiller individuellement, mais en résumé, une alimentation cétogène peut être un outil intéressant pour des diabétiques de type 2, mais c'est à voir au cas par cas, à personnaliser, en étant bien suivi par son médecin pour surveiller des critères comme l'hyperlipidémie post-prandiale, les triglycérides et le cholestérol LDL et un HDL trop bas, parce que tout cela peut être des facteurs de risque cardiovasculaire et il ne faudrait pas améliorer une maladie pour en aggraver une autre. Une remarque importante, on entend parfois des gens qui disent avoir guéri leur diabète grâce au cétogène. Attention à ne pas confondre guérir et gérer sa maladie. Guérir du diabète signifierait notamment pouvoir manger des glucides sans souci et avoir une sensibilité à l'insuline parfaitement revenue à la normale, ce qui n'est pas vraiment le cas en général. Une petite analogie pour que vous compreniez mieux. Les malades cœliaques, qui ont une réaction auto-immune quand ils mangent du gluten, gèrent leur maladie en éliminant complètement le gluten. Mais ils ne sont jamais guéris. S'ils mangent du gluten, ils auront une réaction immunitaire. Donc là, c'est un petit peu pareil. Le cétogène peut vous aider à gérer certains marqueurs du diabète, mais ce n'est pas pour cela que vous êtes nécessairement guéri. Dernier point, est-ce qu'une alimentation cétogène peut être efficace pour prévenir le diabète cette fois-ci, notamment pour des personnes prédiabétiques qui ont une glycémie élevée mais qui ne sont pas encore totalement diabétiques? Encore une fois, pas des milliers d'études. La plus large, celle-ci, publiée en 2006, a pris 83 personnes obèses pour les répartir en 3 groupes. Un avec une alimentation très riche en glucides et pauvre en gras, un autre modéré en glucides et riche en graisses monoinsaturées, et le dernier avec une alimentation cétogène avec 4% de glucides. Les 3 groupes avaient le même apport calorique, réduit de 30% par rapport à leurs besoins, et le même apport en protéines. Ils ont suivi leur alimentation pendant 12 semaines, et à la fin, les résultats sont très mitigés. Certains marqueurs biologiques comme l'insuline et les triglycérides se sont plus améliorés dans le groupe cétogène. D'autres, comme le cholestérol et les marqueurs inflammatoires, se sont plus améliorés dans les autres groupes. En conclusion, si on regarde les quelques autres études cliniques disponibles sur des personnes soit prédiabétiques, soit avec des taux de glucose et d'insuline dans la norme, il n'y a pas d'homogénéité dans les résultats et il n'est pas possible de dire si une alimentation cétogène a un intérêt pour la prévention du diabète, avec un point d'interrogation sur les risques d'augmentation des marqueurs inflammatoires. Mais comme je l'ai dit avant pour les personnes déjà diabétiques de type 2, l'alimentation cétogène peut être un outil efficace pour gérer sa maladie avec 3 remarques. Premièrement, la première intention doit être l'amélioration de la qualité de l'alimentation globale et de l'activité physique. Deuxièmement, si on est en surpoids, la perte de poids amènera une grande amélioration de la maladie, indépendamment du modèle alimentaire. Et troisièmement, c'est ensuite évidemment à adapter au cas par cas, suivant la condition médicale et les spécificités de chaque patient. Passons maintenant au cancer. Vous avez sûrement déjà entendu des phrases comme « le cancer se nourrit de sucre », donc il suffit de couper le sucre et les glucides en les remplaçant par du gras pour affamer les cellules cancéreuses. Alors,
C'est un joli slogan, hein, mais évidemment, la réalité biologique est bien plus complexe. Déjà, parler du cancer, ça ne veut rien dire. Il faut parler des cancers, qui regroupent des pathologies bien différentes. Et donc, ça n'aurait aucun sens de parler d'une alimentation qui soignerait ou préviendrait tous les types de cancers. Vu l'énorme complexité de ce sujet, je vais essayer de vous résumer ça très simplement en évitant de rentrer dans les détails trop pointus. L'essentiel des études disponibles sur le sujet sont des études in vitro ou des études sur modèle animal. Je rappelle qu'on ne peut pas tirer de conclusions applicables à l'homme à partir d'une réaction dans un tube à essai. Ça sert seulement à émettre des hypothèses. Et les études sur les souris ont surtout été faites sur des tumeurs au cerveau, donc un cancer spécifique. Et les résultats de tous ces travaux sont assez mitigés de toute façon. Est-ce que l'on a des études sur l'homme? Alors oui, mais de très faible qualité sur un nombre très limité de personnes malheureusement. Quand on en fait la synthèse, comme avec ces 2 revues systématiques qui regroupent environ 140 patients atteints majoritairement de tumeurs au cerveau, on voit que la moitié des gens n'ont pas réussi à suivre une alimentation cétogène, que beaucoup ont rapporté comme effet secondaire de la fatigue, des problèmes digestifs, et les analyses sur la croissance des tumeurs n'ont pas permis de conclure quoi que ce soit. En résumé, à l'heure actuelle, les données sont extrêmement faibles sur le sujet de l'alimentation cétogène comme complément au traitement de patients atteints d'un cancer. Et on est encore à des années-lumière d'y voir clair sur le sujet parce qu'il va falloir beaucoup d'études cliniques de qualité sur des humains avec différents types de cancers différents pour pouvoir dire si c'est un outil intéressant ou non. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas des effets positifs pour certains types de tumeurs, mais que pour le moment, c'est impossible à dire. Et toute personne qui proclamerait le contraire en affirmant que le cétogène serait un remède miracle contre le cancer dit n'importe quoi. Passons maintenant aux maladies neurodégénératives. Étant donné que les corps cétoniques ont un effet particulier dans le cerveau et que le cétogène donne de bons résultats contre les crises d'épilepsie notamment, il est tout à fait normal de se poser la question de l'effet protecteur d'une alimentation cétogène contre ces pathologies, en particulier contre Alzheimer et Parkinson. Mais comme pour le cancer, les données restent très limitées et rendent impossible pour le moment de tirer des conclusions pratiques. Il faut encore beaucoup de travaux pour valider ou non cet intérêt. Du côté d'Alzheimer, j'ai trouvé 5 études cliniques, dont 4 utilisaient de l'huile MCT, ce sont des triglycérides à chaîne moyenne extraits de l'huile de coco, et une seule qui utilisait une alimentation cétogène globale. Le problème est qu'aucune de ces études n'était sur une longue durée et elles ne permettent donc pas de juger des effets sur l'évolution de la maladie. En fait, ces études étaient faites avant tout pour déjà tester la faisabilité du cétogène chez ces patients. Et c'est là qu'il y a un problème spécifique. Les patients atteints d'Alzheimer sont en général des personnes très âgées. Et si on ajoute la démence, ces personnes souffrent souvent de malnutrition. Il est déjà très difficile de les faire manger tout court. Donc une alimentation plus restrictive type cétogène, qui en plus diminue la palatabilité globale de l'alimentation, comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, peut rendre la tâche encore plus compliquée. Du côté de Parkinson, c'est un peu pareil. Sur le papier, en théorie, il y a peut-être un potentiel qu'il faut creuser, mais en pratique, je n'ai trouvé qu'une seule étude, un minimum qualitative, qui a comparé une quarantaine de patients atteints de la maladie de Parkinson, dont la moitié a suivi une alimentation pauvre en graisse et riche en glucides, et l'autre une alimentation cétogène, le tout pendant 8 semaines. Les 2 groupes ont vu une amélioration de leurs symptômes avec un léger avantage pour le cétogène sur les symptômes non moteurs, comme la fatigue, la somnolence ou les douleurs, qui sont très courants avec Parkinson. Donc, comme avec le cancer ou Alzheimer, il y a une piste à explorer, mais le nombre très faible d'études sur le sujet ne permet pas de tirer de conclusions aujourd'hui. Peut-être qu'à l'avenir, on validera l'intérêt de traitements à base de corps cétoniques en complément pour ces 2 maladies neurodégénératives, mais pour l'instant, on ne sait pas. En conclusion de cette vidéo, comme vous le voyez, on est très loin des certitudes et des avis tranchés de certaines personnes qui mettent en avant le cétogène comme un remède miracle contre toutes ces pathologies. Comme je l'ai dit, pour le diabète de type 2, ça peut être un outil intéressant, mais à appliquer au cas par cas, en étant suivi par son médecin et en surveillant les marqueurs biologiques liés au risque cardiovasculaire. Pour le cancer, c'est un gros point d'interrogation. Il faut surtout continuer à étudier les effets sur les tumeurs au cerveau. Et pour les maladies neurodégénératives, il y a quelque chose à creuser, mais il faut là aussi des études cliniques pour affirmer quoi que ce soit, sachant qu'en plus, les profils et les difficultés des patients
rendent compliquée une alimentation trop restrictive. Mais c'était vraiment nécessaire que je fasse cette vidéo pour vous prémunir des fausses promesses que vous pourriez entendre ailleurs. Par contre, pour finir sur une note positive, du côté de la prévention contre ces maladies, ce qui a fait le plus ses preuves depuis des années, c'est à la fois une alimentation méditerranéenne traditionnelle, de l'activité physique régulière, un sommeil de qualité, un lien social fort et des activités intellectuelles stimulantes jusqu'à la fin de sa vie. Si vous avez déjà tout ça, vous pourrez vous dire que vous avez fait ce qu'il faut. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage de l'alimentation et de la meilleure façon de manger, inscrivez-vous à l'une de mes 2 formations. Les liens sont en dessous de la vidéo. La prochaine fois, nous parlerons des effets du cétogène sur la performance sportive. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.